Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième débrief à froid de ce Dortmund PSG où on va revenir sur la prestation de Kylian Mbappé, sûrement sa plus complète cette saison dans ce rôle de numéro 9 qui semble lui coller depuis la dernière demi-heure du match contre Newcastle. Et ensuite on reviendra sur des considérations plus collectives, les choix de Luis Enrique au milieu de terrain, notamment avec Manuel Ugarte. Bref, commençons avec notre meilleur joueur, Mbappé. Ça s'est pas ressenti au tableau d'affichage, mais c'est bien la seule chose qui a manqué à son bon match, à savoir les statistiques, que ce soit en matière de but, celui hors jeu en deuxième mi-temps, mais aussi l'énorme sauvetage de Süle, ou alors l'occasion manquée, peu importe comment on le voit, mais aussi en matière de passes décisives, parce qu'il a su mettre sur orbite ses partenaires, Randal, Kolo Muani le premier, et finalement, pour illustrer toute la dimension de son match qui a été très complet, on pourrait dire qu'il a été aussi proche de marquer que de faire marquer ses partenaires. Et la deuxième dimension qui est de faire marquer ses partenaires, c'était pas dit dans ce rôle de numéro 9 où il a été très bon dos au but, où il a su passer dans le bon tempo, sachant que d'habitude c'est un joueur qui aime un petit peu s'accaparer le ballon, qui est un peu à contre-temps. Là, il a été très juste dans ses choix, très rapide. Sa justesse repose la plupart du temps sur la rapidité de son exécution. Est-ce qu'il s'entête à vouloir dribbler, la faire tout seul, ou alors est-ce qu'il est dans un bon soir, est-ce qu'il est bien dans son match, avec son équipe? Et il faut dire que mercredi, ça l'a été, on va dire du bien de Mbappé. Premier point, j'aimerais noter que ses partenaires l'ont pas forcément mis dans les meilleures conditions. Bon, déjà, comme je le disais, les passes qui auraient pu être décisives, si Randal avait conclu, et aussi pour lui, parce que ça c'est un défaut du PSG de Luis Enrique, pas réussir à trouver Mbappé dans de bonnes conditions. Bien sûr, l'exemple parfait mercredi, c'est en deuxième mi-temps, Randal qui lui met une passe toute moisie qui est derrière lui. Voilà. Mais sur d'autres matchs, il y a eu plein d'occasions qui auraient pu être beaucoup plus nettes si le ballon lui était mieux donné, si on réussissait à le trouver dans de meilleures conditions. Donc là, c'est plus lui qui a envoyé ses partenaires au but et qui a fait les différences puisqu'il est impliqué sur le but de Zahir Emery depuis le côté gauche. Voilà, c'est ça qui est marrant, c'est qu'il fait le match en tant que numéro 9, mais il est décisif depuis son poste et rôle de prédilection, même si c'est pas lui à la passe décisive, c'est Barcola. Bon, volontairement ou pas, ça c'est pareil, c'est selon l'appréciation de chacun. Voilà. Comme je le disais, le trouver en position de frappe plus souvent, ça va être un axe de progression majeur du PSG de Luis Enrique, surtout si tu veux pérenniser son rôle de numéro 9. En Ligue des Champions, je pense, plus qu'en Ligue 1, où contre les blocs bas, il va vouloir repartir sur le côté gauche. Mais voilà, c'est quelque chose sur lequel on peut avoir de l'espoir parce que dans ce poste de numéro 9, on peut penser au retour de Nuno Mendes qui pourrait le servir un peu plus que Lucas Hernandez, même si mercredi Lucas est impliqué sur la plus grosse occasion de Mbappé, et aussi à droite. Voilà, Hakimi, une relation un petit peu à peaufiner, tout comme celle avec Dembélé, parce que rappelez-vous, au tout début de la saison, Dembélé et Mbappé réussissaient à se trouver, voilà, les deux étaient un peu à l'opposé du terrain, mais ils échangeaient et surtout c'était bénéfique à l'équipe. Après, ils se sont vraiment distendus, et là, à replacer Mbappé numéro 9, on y reviendra, mais ça le rapproche de Dembélé, bien sûr. Bon, les deux meilleurs joueurs offensifs de ton équipe, forcément, c'est mathématique, plus ils sont proches, plus ils sont dangereux pour l'adversaire. Et ensuite, comme motif d'espoir pour la phase finale, je noterai celle que Mbappé a fait ces dernières années. Voilà, alors pas l'année dernière contre le Bayern, puisque à l'aller, il fait un peu son entrée héroïque, qui finalement change pas le score du match. Et puis au retour, il fait un match très mauvais. Mais par contre, rappelez-vous, en 2021, Barça-Bayern, 2022 contre le Real, c'est quand même le principal protagoniste. Voilà, c'est-à-dire que Mbappé, c'est un joueur qui a l'habitude, à l'automne, jusqu'à la trêve hivernale, de ne pas être dans ses meilleures formes. Voilà, c'est la marque des grands joueurs. Peut-être que je me trompe complètement et qu'en février, il fera les mêmes prestations qu'actuellement, à savoir insuffisantes, mais j'ai quand même envie d'être optimiste sur la capacité de Mbappé, parce qu'en plus, comme je le dis, il l'a prouvé sur les dernières saisons. Mbappé, c'est pas quelqu'un qui est bon en novembre. Voilà, c'est quelqu'un qui va atteindre son pic de forme en février-mars, voire pousser jusqu'au mois d'avril. Donc, se dire qu'il sera encore plus complet, encore plus apte
en février, ça peut donner un petit peu d'espoir. Bon, pour son match de mercredi, bien sûr, la prise de profondeur a été plus constante, plus juste aussi. Ça, c'est quelque chose qui va de soi parce que ça fait partie de son profil intrinsèque, donc on n'est pas vraiment surpris de le voir prendre la profondeur. Et puis ça a été aussi aidé par le contexte de Dortmund qui défendait avec 2 défenseurs qui plus est n'étaient pas les plus rapides. Enfin, Süle, notamment sur son retour, ça montre que c'est un défenseur qui n'est pas forcément vif, pas forcément explosif sur les premiers appuis, mais une fois qu'il est lancé, il est rapide. C'est un peu comme Danilo chez nous en fait. Sur les premiers appuis, c'est vrai qu'il y a une sorte de nonchalance et de lenteur, mais par contre, une fois qu'il est lancé vitesse de croisière, il peut rattraper une action. Voilà. Alors qu'un Skriniar, par exemple, bon, s'il est lancé, je ne pense pas qu'il puisse récupérer. Voilà. Et ensuite, bien sûr, le plus important chez Mbappé mercredi, c'est ce jeu en relais qui nous a... En fait, dans ce rôle de numéro 9, à chaque match, il fait des gestes qu'on ne lui soupçonnait pas avant. Là, c'est vraiment le jeu en relais, en 1, 2 touches, des fois des gestes de déviation dignes d'un vrai numéro 9, en fait, des top 9, déviation du torse, de l'épaule. Bon, tu te dis que c'est une des premières fois qu'il fait ça dans sa carrière. Très juste dos au but, pour mettre ses partenaires face au jeu dans de bonnes dispositions, des passes dans le bon tempo, mais aussi capable de se retourner, voilà, pour ensuite lancer, évidemment c'est la grande différence avec la saison dernière, des joueurs qui demandent la profondeur, qu'on n'avait pas évidemment dans le PSG de Christophe Galtier. La seule nuance qu'on pourrait poser avec Mbappé, finalement c'est toujours la même, et le poste de numéro 9 vient répondre à cet enjeu d'équilibre défensif bien évidemment. Vous voyez où je veux en venir, évidemment... il ne s'implique pas assez. Et le problème mercredi, c'est que quand il s'implique, il ne le fait pas jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il va suivre son défenseur sur 10-15 mètres, mais derrière, il va le lâcher. Et du coup, par moment, Niklas Süle a pu fixer très haut sur le terrain, a pu s'engouffrer dans notre milieu de terrain de manière très axiale. Et c'est dommage parce que du coup, Barcola qui était sur le côté gauche, en plus, donc comme il y avait la montée de Wolf qui était absolument inattendue, il se créait carrément des occasions dans notre surface, mais du coup Barcola devait jouer beaucoup plus bas pour aider Lucas Hernandez, et si en plus Mbappé ne continue pas ses efforts défensifs, et donc Süle fait reculer le bloc et tout ça, à un moment donné, Barcola, sur les contre-attaques quand on récupère le ballon, il est hors jeu. Il est hors jeu, pas au sens règle du foot, mais hors jeu dans le sens où il est derrière le ballon en fait. Et du coup, tu peux pas le trouver en fait, il te sert pas. Alors que c'est un joueur qui a une certaine conduite de balle, une certaine qualité de dribble et tout ça, ce qui est un petit peu regrettable en fait. Voilà. Donc chez Mbappé. Et c'est pour ça, j'en viens au match de Barcola. Ce que je regrette un peu, c'est justement le fait qu'il ait eu à fixer très longtemps, que Dortmund l'ait fixé avec donc Adeyemi et Wolf. Et qu'au final, il soit dans un registre assez bas où, à la récupération, il n'était pas forcément dans les circuits de passe. Bref, bien sûr, tout ce que j'ai dit là, Mbappé en tant que numéro 9, ça t'enlève la question de l'équilibre sur tes côtés, puisque tes 2 ailiers s'impliquent. Sur le côté gauche, tu n'as pas de déséquilibre, même si bien sûr, je l'accorde, il faut mettre de la pression aussi sur les défenseurs centraux des équipes adverses. Mais voilà, ça minimise quand même un petit peu le fait que Mbappé soit dans l'axe, et je pense qu'il ne doit pas oublier pour autant le côté gauche, c'est-à-dire que Mbappé, comme d'habitude, il ne faut pas voir cette question sous le prisme du positionnement et du rôle. Il faut plus le voir sous le prisme des libertés qui sont accordées à Mbappé et comment lui va les exploiter en fonction de ce que le match demande en fait. C'est-à-dire que numéro 9, ça veut tout et rien dire avec lui. Je veux bien le faire démarrer numéro 9 au début du match, à la seule condition que il accepte d'aller à gauche comme à droite. Parce qu'on pense au côté gauche, mais je rappelle que Coupe du Monde 2018, il joue à droite. Cette saison, notre pôle de créativité, c'est Dembélé-Hakimi. Voilà. Hakimi va partir à la CAN, donc en janvier, on va avoir un vrai défi sur notre pôle de créativité dans ce demi-espace droit, puisque Dembélé va continuer à fixer sans avoir les montées d'Hakimi. Évidemment, Mukiele ne fera pas ce que fait Hakimi.
Donc Mbappé, vrai défi d'aller à gauche comme à droite sur ce poste de numéro 9. J'aimerais revenir sur les informations qui sont sorties juste après, enfin c'est pas que des infos, c'est son body language, sur le terrain déjà, quand Luis Enrique donne la consigne de jouer le nul, enfin de plus attaquer. Donc il n'est pas content sur le terrain, on le voit au coup de sifflet final, il tire la gueule, il y a une vidéo qui a tourné sur les réseaux sociaux où il fait la gueule, où il a le regard vide comme si on était éliminé, et ensuite les médias s'en sont emparés, et il y a une information qui est sortie comme quoi il boudait, et il s'est mis tout seul dans le bus. Bon, alors déjà sur l'attitude en elle-même, comme je l'ai dit sur le débrief à chaud, je la valide. Parce que même avec 2 nuits de sommeil depuis, bon, je suis quand même déçu qu'on ne soit pas allé chercher cette première place. J'espère que lundi à 13h, quand je tournerai la vidéo, je dirai, bah les gars, je me suis trompé. Luis Enrique a bien eu raison de jouer la deuxième place, puisqu'on a eu de la chance au tirage. J'espère dire ça lundi à 13h. Mais bon, on verra bien. Après, une fois le coup de sifflet final passé, le problème avec Mbappé, c'est que une telle attitude, j'espère qu'il l'a vis-à-vis de lui-même en fait. J'espère qu'en vouloir à son entraîneur, à ses coéquipiers de jouer la deuxième place à 5 minutes de la fin, c'est bien. Mais lui, avant ces 5 minutes, il y a eu 5 matchs où il n'a pas été au niveau. Le match contre Newcastle à St. James Park, il faut se rendre compte que, enfin à mes yeux, c'est son pire, ou son top 3 des pires matchs en Ligue des Champions en carrière. Au PSG, Monaco, enfin tout confondu en fait. C'est un match qui a été très très pauvre. Voilà. J'espère que il est aussi critique avec sa phase de poule de manière personnelle. Et ensuite, les infos. J'ai bien noté les infos dans les médias parce que ça, c'est assez cocasse parce que ça veut dire qu'au sein du club, en fait, il y a des gens qui balancent sur Mbappé. Donc ça veut dire qu'il aurait des haters, entre guillemets. J'aime pas dire ça, mais ça veut dire qu'en fait, on a un groupe, parce que bon, qu'il soit tout seul dans le bus, le problème c'est que dans le bus, c'est les joueurs et le staff, quoi. Grand maximum. Enfin, le chauffeur, c'est peut-être le chauffeur qui a balancé ça à la presse, mais sinon, voilà, il y a bien quelqu'un qui a eu la volonté de faire fuiter ça dans la presse, et ça veut dire que Mbappé ne fait pas forcément l'unanimité en privé, tu vois ce que je veux dire. Par exemple, un Marquinhos, il n'y a pas grand-chose qui fuite sur lui. Alors que je pense que dans le vestiaire, bon, il doit se passer certaines choses avec lui, tu vois. D'ailleurs, Mbappé n'avait pas hésité à le déjuger contre Bordeaux. Rappelez-vous, là, quand on fait 2-2 en 2019-2020, où il dit beau gosse de quoi, et tout ça, là, à la fin du match, devant les caméras même. C'était devant les caméras. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, Marquinhos, le capitaine, bon, il n'y a pas trop d'infos sur lui, en fait. Les joueurs ne semblent pas avoir cette volonté de faire fuiter des trucs dans les médias. Alors qu'avec Mbappé, bon, là, ces infos m'ont vraiment pas plu en fait, tu vois. J'aimerais bien qu'au club, on mène des investigations pour savoir un peu qui fait fuiter ça. Voilà, parce que ensuite, ça renvoie l'image d'un groupe qui est un peu scindé. Alors que c'est quand même assez faux, parce que pour revenir sur ce rôle de numéro 9, Luis Enrique réussit ce que Christophe Galtier n'a pas réussi il n'y a pas moins de 12 mois en fait. L'année dernière, Mbappé, rappelez-vous, quand il est numéro 9, il fait sa story pivot gang. C'est d'ailleurs un des tournants de la dernière saison, puisqu'après, il retrouve son aile gauche et terminé. Tout ça à cause de son caca nerveux. Là, Luis Enrique, encore une fois, on a l'exemple que c'est un entraîneur qui s'en fout des statuts. On a mis 170 millions sur les 2 numéros 9 qu'on a recrutés cet été. Mais au final, même si cet été, l'idée c'était de recruter 2 numéros 9 pour mettre Mbappé sur le côté gauche et ces deux-là en concurrence, au final, Mbappé est numéro 9 et les 2 9, ils sont au chou. Ils sont au chou. Et Luis Enrique, voilà, s'en fout de toutes les considérations qui étaient du ressort de Luis Campos, de la planification sportive de cet été, qui est un peu mise à mal quand même, ça aussi on va y revenir. Mais voilà, et puis surtout vis-à-vis d'Mbappé, Luis Enrique a visiblement trouvé les bons mots pour le mettre dans ce rôle de neuf. Après, on n'est pas à l'abri que ça pète d'ici quelques temps, mais c'est pas ce qu'on souhaite, parce que pour moi, en fait, le problème, c'est que c'est notre meilleur neuf, quoi. C'est notre meilleur neuf, et il fracasse complètement Gonzalo Ramos et Randal Colomani, c'est tout, il n'y a que ça à dire, en fait, c'est factuel. Donc voilà. Luis Enrique qui s'en fout des statuts, et ça, c'est plutôt pas mal. Pour revenir sur Luis Enrique, le choix de mettre Vitinha. Déjà, il m'a pas surpris, parce que ces derniers temps, on le disait dans les vidéos, Ugarte sortait assez tôt. En Ligue 1, avant la luxation de l'épaule chez Fabian Ruiz,
limite Ugarte n'était plus titulaire en fait. C'était Fabian Ruiz qui était à sa place dans les 11 au coup d'envoi. Et donc, bon, ça m'a pas surpris de ne pas le voir titulaire contre Dortmund. Même son entrée en fait au Signal Iduna Park, elle se fait un petit peu par défaut, à un moment où Lee Kang-in énerve Luis Enrique, parce qu'il envoie des ballons qui sont pas du tout dosés, il perd complètement sa lucidité, et physiquement, je pense qu'il est cramé. Du coup, il décide de faire rentrer Ugarte, un petit peu par défaut, parce que Lee perd le fil du match. Voilà. Bon, ce choix, donc de mettre Vitinha en 6, j'ai trouvé payant. Déjà parce que Vitinha fait un bon match, comme on l'a développé dans la vidéo d'hier. Alors, il faut nuancer, parce qu'évidemment, on a subi au milieu, Dortmund ont pris des relais trop facilement. Après, il faut remettre ça en perspective avec le fait que Dortmund ont mis une densité axiale absolument dingue, complètement démesurée en fait. Et ça va m'emmener sur un point sur lequel je terminerai la vidéo, qui est un vrai paradoxe avec le PSG de Luis Enrique. Mais bref. Donc, au milieu, tu as manqué d'impact sur les relais que Dortmund réussissait à trouver. Et du coup, derrière, sur la ligne défensive, l'impression visuelle, c'était d'être un petit peu sur un fil, parce que les joueurs de Dortmund réussissaient à contrôler le ballon, se retourner et se retrouver face à nos milieux et nos défenseurs centraux, avec 2 ou 3 solutions de passe vers l'avant pour nous briser. Donc, c'était un petit peu délicat. Et en plus, l'animation faisait que nos milieux étaient invités à chaque fois à sortir un petit peu de l'alignement, à défendre en avançant. En plus, ça fait partie de leurs caractéristiques. C'est pas forcément des mecs qui sont équilibrés, qui sont positionnels. Donc ça n'a pas aidé, voilà. Et ensuite avec ballon, pas assez de renversement, un peu de frustration par moment quand tu sens que y a une différence qui est faite, mais qu'elle n'est pas exploitée par le milieu qui fait la touche de trop, ou des orientations du corps qui enferment en fait. Tu te mets de 3/4 et au final, tu peux pas contrôler parce que Dortmund te met la pression trop rapidement, voilà. Et aussi, ce que j'ai noté, c'est que encore une fois, on n'a pas pressé comme des dingues et au final, nos récupérations au début de la saison, bon, les récupérations, c'était vraiment le fruit du travail d'Ugarte, mais aussi les attaquants récupéraient des ballons, tu vois, haut sur le terrain. Là, je trouve qu'on a quand même été aidé par les erreurs techniques de Dortmund. Voilà. Je ne veux pas dévaluer notre adversaire, parce qu'on fait match nul chez eux, mais quand ils trouvaient des relais, Adeyemi par exemple se déplaçait bien, mais ce qui faisait du ballon, c'était pas trop ça. Donc on a été un petit peu aidé par les approximations techniques de Dortmund et tu récupères assez peu de ballons de ton plein gré en fait. Peut-être que là-dessus Ugarte aurait fait du bien. Mais au final, t'as pas plus souffert que sur les matchs où Ugarte était là. Et ça c'est vraiment quelque chose qui fait mal pour Ugarte, un constat, dans le sens où, en fait, voilà, Ugarte n'est pas là, mais tu subis pas plus. Voilà. Contre Milan, il se fait martyriser complètement. Et Milan réussit à se créer beaucoup plus d'occasions franches que Dortmund mercredi. Voilà. Donc on va voir si Luis Enrique va pérenniser ce système au milieu de terrain, parce que bon, là, ça a été motivé par le contexte du match qu'il fallait absolument gagner avec la qualification, Fabian Ruiz qui était absent, la forme d'Ugarte, donc on verra si ça va se pérenniser. Voilà. Et puis Ugarte sur le banc, ce choix-là me permet d'élargir donc au mercato, j'ai déjà esquissé un petit peu il y a 2 minutes, mais ce mercato cet été, là aujourd'hui, bon, 4 mois après, en fait le constat c'est que, bon déjà, ce qui se passe sur le terrain n'est plus du tout en relation avec ce que tu planifiais cet été, comme je l'ai dit avec donc Mbappé. Mais surtout cet été, tu as recruté des profils de jeunes joueurs qui allaient donc découvrir cette configuration PSG Ligue des Champions grosse pression. Mais surtout, techniquement, tactiquement, des joueurs qui ont des qualités très fortes, très faciles à trouver, mais des défauts qui le sont tout autant. Et le problème, c'est que ces derniers temps, les défauts, ils sont mis en exergue. Donc voilà, ce petit déséquilibre que tu avais dans les profils se retrouve vraiment parce que pour viser le plus haut niveau, c'est quand même compliqué avec les qualités techniques sur des phases élémentaires chez Kolo Muani, les qualités avec ballon d'Ugarte, voilà, les renversements et tout ça. Et puis Gonzalo Ramos, le fait que dans le football moderne, ce garçon n'existe pas dans la dimension collective en fait. C'est ça qui est inquiétant, c'est ça qui est inquiétant avec lui. Donc voilà. Après,
je suis pas inquiet pour autant. Je suis pas inquiet pour autant parce que c'est des jeunes joueurs. Le projet est en route depuis 4 mois. Moi, perso, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de mettre en avant la patience. L'exemple parfait, c'est même limite un mauvais exemple parce que personne n'aura une progression comme lui. Mais Warren, entre la saison dernière et cette saison, le gap est dingue. La progression est folle, tu vois. Donc, je me dis que pour les autres, il y a encore des perspectives de progression, bien sûr. Et voilà, il faut aller de l'avant. Il faut absolument les faire bosser sur leurs défauts. Bien sûr, je ne dis pas que tout le monde aura la progression de Warren. Même certainement, personne n'aura la progression que Warren a eue en 6 mois, qui est complètement dingue et qui me fascine complètement. Mais ils peuvent quand même progresser sans atteindre les standards de Warren, qui aujourd'hui est une des seules certitudes. Hein. Donc voilà. Oui, une des seules certitudes. Pourquoi? Parce que Luis Enrique, je vous parlais du mercato de cet été, la meilleure recrue, comme on le disait, c'est Luis Enrique. Alors c'est vrai que au-delà des joueurs, tu as un système qui se pérennise, un entraîneur qui a la main mise, qui inclut tout le monde. Et ça, vraiment, j'aime beaucoup le fait voilà, de sortir des titulaires du chapeau, en mettre d'autres sur le banc pour un peu les challenger. C'est vraiment cool. Il y a une espèce de méritocratie qui se met en place. Alors vous me direz, oui, mais Mbappé, il ne le met pas sur le banc quand il est mauvais. Bon, Mbappé, déjà, c'est Mbappé. Et puis, le problème, c'est que même quand Mbappé est mauvais, en fait, c'est le seul sur le terrain qui peut te faire gagner le match sur un éclair. Il faut juste se rendre à l'évidence avec ça. Il faut mettre de côté toutes les considérations qu'on a envers lui. Mbappé, voilà, c'est quelqu'un qui peut te faire un sale match, mais te le faire gagner. Et le problème, c'est que dans l'équipe, tu as tellement peu de joueurs qui sont capables de ça que tu peux pas le sortir. Et c'est déjà bien que Luis Enrique ait réussi à le positionner en tant que numéro 9, surtout avec la situation contractuelle. On rappelle que dans 6 mois, Mbappé est libre de tout contrat et que Luis Enrique le met là où Mbappé se plaignait l'année dernière, avec le pivot gang. C'est vraiment tête brûlée, j'en ai rien à foutre. Donc ça, vraiment, j'aime beaucoup. Bon, c'est vrai que, au-delà du système, en matière de joueurs et même de complémentarité, il n'y a pas vraiment de certitude aujourd'hui. Warren au milieu de terrain, Mbappé dans le 11, et encore, puisqu'il est baladé partout entre ailier gauche, numéro 9, ça tâtonne un petit peu. Le côté Hakimi Dembélé, qui est la plus grosse force de cette équipe. Mais pour le reste, on sent que... Alors, c'est en tâtonnement. On sent aussi qu'en février, on pourra être meilleur que ce que l'on est actuellement. Et ça, c'est donc un signe positif. Mais je suis quand même content de ce que Luis Enrique réussit quand même à faire contre Dortmund sans Dembélé. Se créer autant d'occasions. C'est satisfaisant. Je ne m'attendais pas à ça, en fait. Avoir autant d'expected goals et d'occasions franches. Vraiment, même si tu as été aidé, encore une fois, par le contexte du match et Dortmund, je trouve que ça a été très plaisant à voir. Et alors, ce qui est encore une fois paradoxal, c'est que, donc, le projet de jeu ne ressemble pas à celui que tu voulais mettre en place pendant le mercato. Et, si on veut aller plus loin, ce qui se passe mercredi, ben en fait, c'est peut-être pas ce que veut initialement Luis Enrique, c'est-à-dire se créer des occasions en moins de 3 passes. Il n'y a pas une occasion où tu fais plus de 3 passes, mercredi contre Dortmund. Donc, c'est des espèces d'attaques rapides, alors qui nous rassurent, parce que du coup, le PSG, on se dit qu'il est capable d'alterner donc entre les phases que Luis Enrique prône en U, avec beaucoup de circulation du ballon, sans grande prise de risque, et des attaques rapides, comme mercredi, où tu as été très bon. Alors, est-ce que c'est ce que Luis Enrique demandait? Ça, je pense à 40% que c'est vrai, mais de l'autre côté, bon, il n'y a qu'à voir son énervement sur la passe longue de Lucas Hernandez sur la grosse occasion de Mbappé. Et puis ensuite, les problèmes de finition. Les problèmes de finition, voilà, je finirai avec ce petit bémol quand même, parce que ça, c'est quelque chose qui me fait assez peur, en fait, la finition, dans le sens où, bon, déjà, l'entraîneur, il est là pour créer les occasions, hein, pas pour les terminer. C'est-à-dire que quand tu te crées plein d'occasions, c'est très bien, ça veut dire que l'entraîneur remplit son rôle, mais si les joueurs sont incapables de les mettre au fond, bah, la responsabilité de l'entraîneur, elle est plus là, tu vois. Le mec, bon, il peut que faire un atelier finition à l'entraînement, et encore. Et en fait, le problème sur ces considérations dans la surface, dans le dernier geste, c'est que je vois pas trop de perspectives, en fait, de progression sur cette saison et pour le printemps, en fait. Dans le sens où Barcola,
Barcola, alors c'est vrai qu'il est droitier à gauche, peut-être que le replacer à droite sur ses gestes à la finition, ça pourrait lui donner un petit peu plus d'instinct, peut-être qu'il jouerait plus première intention, mais sinon, globalement, je ne pense pas qu'en février, il sera meilleur qu'aujourd'hui en finition. C'est un très jeune joueur qui a très peu d'expérience, et donc avec lui, le projet est plus long terme. Voilà, s'il doit progresser, c'est à plus long terme. Gonzalo Ramos, bon là Gonzalo Ramos c'est dur, je pense que là il est éclipsé du 11 complètement. Dembélé à 25 ans, je pense pas que tu puisses le changer, voilà. Je pense pas, alors bien sûr il peut toujours faire mieux que le seul but qu'il a marqué contre Monaco là sur quasiment toute la première partie de saison, mais ça ne deviendra pas un finisseur létal. Et Kolo Muani, pareil, j'ai la même sensation avec lui, que techniquement, le garçon m'a l'air quand même limité. Alors bien sûr, il marque, il met des buts déjà, plus que Dembélé, mais aussi parce qu'il joue dans un autre poste et plus haut sur le terrain. Parce que Dembélé, le problème c'est que il a 25 ans, tu vas pas le changer, et en plus, par rapport au Barça, il joue plus bas dans le PSG de Luis Enrique. Il est beaucoup plus à faire remonter les ballons et tout ça. Donc aussi, c'est vrai qu'il peut perdre en lucidité dans le dernier geste, même s'il l'a jamais eu, peu importe sa position. Donc voilà, Kolo, j'ai pas l'impression qu'il deviendra létal comme Mbappé peut l'être quand il est en forme, parce que même Mbappé en fait, mercredi, pardon, te loupe. Enfin, il y a cette occasion contre Sule. Alors, il met le ballon à mi-hauteur. J'aurais bien aimé lui demander s'il le fait exprès. Parce qu'en fait, il voit le défenseur qui revient. Et c'est vrai qu'en fait, mettre le ballon à mi-hauteur comme ça peut être un moyen de dépasser le défenseur en te disant il va tacler, donc je vais la mettre au-dessus de lui. Le problème, c'est que Zule, hop, il met le pied. Alors, est-ce que c'est fait exprès par Mbappé, ou est-ce que c'est parce qu'il loupe sa frappe, parce qu'il la top un peu, qu'elle part un petit peu comme ça? Bon. C'est quelque chose que j'aurais bien aimé lui demander, mais il ne s'est pas présenté en conférence de presse et moi-même, je n'étais pas accrédité. Donc voilà. Et en dernier point, j'aimerais noter le manque de relais extérieur. Alors ça, c'est quelque chose que je n'aurais jamais pensé dire du PSG de Luis Enrique, mais mercredi, en fait, on n'a pas exploité les espaces que Dortmund laissait sur les ailes. Comme je disais, il y avait une densité axiale qui était dingue, et à la relance, tu essayais de mettre beaucoup de verticalité, c'est très bien parce que tu profitais des déséquilibres à la perte, mais j'aurais bien aimé voir un petit peu plus de relais sur le côté pour ensuite, comme sur le but hors jeu d'Mbappé, voilà, prendre la profondeur depuis l'axe. Peut-être qu'Mbappé aurait été plus sollicité dans la profondeur, voilà, et à la dernière passe en fait. C'est-à-dire que c'est pas lui qui aurait fait la dernière passe, c'est plutôt le passeur là-dessus. Donc pas assez de relais extérieurs, c'est intéressant. Alors après, ça peut s'expliquer aussi justement par le positionnement d'Mbappé. En tant que numéro 9, peut-être que les coéquipiers, ils ont plus confiance en lui qu'en Kolo Muani ou Gonzalo Ramos pour faire progresser le ballon, pour le conserver dos au but, le contrôler et tout ça. Donc voilà, c'est vrai que on n'a pas assez étiré ce bloc de Dortmund et profité. C'est marrant parce que le PSG, qui vraiment se refusait les circuits intérieurs jusque-là, a été quasi exclusivement dans ce registre contre Dortmund. C'est pour ça que c'est vraiment paradoxal. Bref, match dimanche contre Lille, le 4e de Ligue 1. Ça va être très intéressant, les gars. J'ai hâte d'y être. Alors, il n'y aura pas forcément d'avant-match demain, parce que je suis pris. Mais par contre, dimanche, il y aura des briefs. Et juste par rapport, donc, j'en parle 2 minutes, parce que bon, déjà, dimanche, en matière de composition, j'aimerais bien voir Kolo Muani à gauche quand même, histoire de le faire enchaîner après son match contre Dortmund, parce que voilà, il y a toutes les critiques dans les médias et tout ça. J'aimerais quand même renouveler ma confiance pour que le garçon enchaîne un petit peu et essaye de se rassurer. Voilà. Après, bon, voilà, s'il saisit pas sa chance contre Lille, bon tant pis, il sera au fond du trou et puis voilà. À droite, retour de Dembélé et en pointe, Mbappé. Et j'aimerais Kolo à gauche pour que Mbappé et Kolo puissent inverser un petit peu, voilà. Donc c'est un match haut de tableau Ligue 1, donc je mets Mbappé en numéro 9. Après, contre Metz par exemple, bon, je pense que là, on pourra le remettre sur l'aile gauche, voilà. Défensivement, bon, Hernandez, Danilo, Marquinhos, voilà, j'aimerais bien revoir Danilo. Hakimi à droite et puis au milieu... je pense quand même Ugarte, Vitinha, Warren. Voilà. Et juste une considération, les cartons. Parce qu'Mbappé et Dembélé sont sous la menace d'une suspension s'ils prennent un carton jaune. Vous savez, pour l'accumulation de cartons jaunes. Le problème, c'est que s'ils en prennent un contre Lille,
ils seront suspendus pour le Trophée des Champions contre Toulouse. Le 3 janvier, premier match de la saison. Bon, normalement, ils n'auront pas des cuvées du Nouvel An. Donc, je préfère quand même avoir nos 2 meilleurs joueurs ce soir-là. Donc attention qu'ils ne prennent pas de jaune contre Lille. Après, contre Metz, mercredi, je crois que du coup, si tu prends un jaune contre Metz, tu seras suspendu en Coupe de France, si je dis pas de bêtises. Tu seras suspendu en Coupe de France le week-end d'après contre Revel. On ne sait toujours pas dans quel stade on va jouer puisque leur stade n'est pas homologué Coupe de France. Donc bon, voilà. Typiquement, prenez un jaune les gars contre Metz, à moins que je me trompe et que la Coupe de France ne compte pas. Auquel cas, s'ils prennent un jaune contre Metz, là par contre ce sera plus problématique puisqu'ils seront suspendus pour le match contre Lens le week-end du 14 janvier. Sachant que ce sera le premier match que tu devras faire sans Achraf puisque la CAN commence le 13, je crois, un délire comme ça. Donc voilà, bref, bonne soirée à tous, encore une vidéo d'une demi-heure, je suis vraiment lamentable, je suis super long, enfin je pense qu'il y a des gens, enfin je vous invite à les regarder en faisant autre chose, en mode podcast, ou alors les regarder en 1,5. On comprend quand même, c'est plus dynamique, et aussi ça va plus vite que les 30 minutes, donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à poser un like si c'est le cas, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, je pense qu'on a bien décortiqué ce Dortmund PSG, qu'on est allé dans toutes les dimensions de ce match. Ciao les amis, prenez soin de vous avant tout, allez Paris.